5 albums que j'ai beaucoup aimés et qui m'ont marqué. Sachant que dans les 5, il y en a 4 qui viennent du même artiste, du même groupe, du même... voilà. Donc il va se dégager une certaine tendance. Voilà. Donc, je parlerai peut-être des 4 en même temps. Là je les présenterai vite fait un par un. Et après je parlerai, je ferai une petite avis en général. Mais je vais pas commencer par cela, je vais commencer par d'abord celui qui est un artiste dont je vais parler que d'un seul album ici. Et donc, cet album, Thriller, Michael Jackson. Voilà, donc je les ai sous forme de vinyle. Voilà. Donc, c'est un des premiers que j'ai eu en vinyle. Après, de toute façon, tous ceux que j'ai écoutés quasiment, je dis bien quasiment, je les ai écoutés sous forme de vinyle. J'en ai écouté, je crois, 2 ou 3 sur Spotify, mais ça représente vraiment pas grand chose. Donc, Thriller Michael Jackson, je l'ai eu. Je crois que c'est le deuxième album que j'ai eu parce que celui que j'ai acheté au départ avec mon tourne-disque, je l'ai juste après, on va en parler juste après. Celui-là par exemple, j'avais déjà écouté sur Spotify. Donc c'est le deuxième que j'ai eu, je crois. Et en fait, ce qui est fou avec cet album, bon, déjà on connaît beaucoup de ses chansons, c'est-à-dire que c'est pas Michael Jackson, forcément on connaît. Mais c'est l'enchaînement de certains titres que je trouve assez fou. Comment c'est possible d'enchaîner autant de classiques dans un seul album. Parce que ça commence avec, voilà, l'accent risque d'être terrible, donc je vais pas faire d'effort en fait. Je vais le prononcer à la française. Ça commence avec Wanna Be Starting Something. Donc, classique. Vous connaissez peut-être sûrement, c'est pas une de ses plus connues, mais c'est quand même Michael Jackson, donc c'est quand même assez connu. Baby Mine qui est moins connu, et The Girl Is Mine qui est moins connu non plus, donc c'est deux qui sont un peu moins connus, qui sont sympathiques, que j'aime bien, mais c'est pas top 100, c'est pas top 10 hein, de Michael Jackson. Par contre, les 4 qui suivent, là c'est un mystère. Thriller, bon ben voilà, Beat It, voilà, Billie Jean et Human Nature. Et là les 4 qui se suivent, je trouve ça fantastique. Que ces 4 chansons là se suivent comme ça, je pense que c'est un enchaînement assez rarement vu dans un album quoi. Parce que là pour le coup c'est 4 énormes classiques. Ma préférée, là-dedans, je saurais même pas dire laquelle c'est. Peut-être Human Nature, parce que c'est une qu'on entend moins, les autres on a beaucoup entendu, donc ça peut peut-être au bout d'un moment lasser. Peut-être qu'on peut en avoir un peu marre de ces chansons-là. Parce que Thriller, Billie et Billie Jean, bon, peut-être ça peut faire un peu overdose. Donc peut-être que voilà. Et après ça continue avec BYG, que j'aime beaucoup. Et The Lady in My Life, c'est la dernière qui pour le coup est vraiment pas connue, mais que je trouve vraiment bien. Je suis pas un grand fan des chansons de Michael Jackson d'amour, on va dire. Je trouve que c'est pas là qu'il excelle. Mais celle-là, pour le coup, est vraiment bien. Donc voilà, c'est un album, bon c'est un grand classique, c'est l'album le plus vendu de tous les temps. Donc est-ce que je prends un gros risque en parlant de cet album-là? Non. Mais il n'empêche que ça reste incroyable quoi. J'ai aussi Bad comme album, qui est bien aussi. Mais il y a aucun moment où t'as
a pas une seule seconde dans cet album que je jetterai. Pas une seule. Pour moi, c'est un sans faute du début à la fin. Là où tous les autres, j'ai toujours un petit moment que j'aime moins, un petit défaut, peut-être. Parfois c'est un passage dans une chanson, parfois c'est carrément un son entier. Mais celui-là pour moi je sais pas, c'est la perfection. 77 Animals. Je le tiens à l'envers, non c'est bon. 77 Animals, qui est peut-être celui qu'on connaît le moins de Pink Floyd, mais qui est pas le moins pire, loin de là. C'est très très bien, vraiment, c'est dans la lignée de ce qu'ils ont fait jusqu'ici. Et enfin, 79, The Wall. Et là, c'est peut-être celui que j'aime le moins des 4, parce que c'est un double album et qu'il est un peu long. Mais ça reste quand même quelque chose. Ma chanson préférée de tous les temps là-dedans. Comfortably Numb. Et puis peut-être que c'est cet album-là, avec avec Dark Side of the Moon, qui a les chansons les plus connues, parce que dans celui-là il y a Another Brick in the Wall, qui est sûrement leur plus grand succès. Et dans celui-là, il y a Bonnie. Bonnie, je pense que c'est aussi peut-être leur deuxième plus connue. Celle qui s'est fait exploser à l'époque. C'est vraiment... ouais. Ah, enfin, je pense que c'est les deux chansons les plus connues, donc elles sont dans le premier et dans le quatrième. Alors évidemment, c'est pas les seuls albums, c'est le seul que j'ai. C'est les seuls que j'ai de Pink Floyd. J'ai écouté Echoes à l'époque. Enfin à l'époque. Non, j'étais pas né, hein. Mais à l'époque, il y a quelques temps, c'est ça que je veux dire. Il y a 3-4 ans. Et je l'ai écouté sur Spotify. Pas Echoes. Middle. Justement, j'allais y venir. Avec Echoes sur la deuxième phase, sur la phase B. Qui est pour moi aussi très très une chanson incroyable. C'est la version live à Pompéi et légendaire aussi. C'est vrai que j'ai plus trop de souvenirs de cet album là. En tout cas pas de la première phase. Je pourrais même pas citer les chansons qu'il y avait dessus. Mais donc du coup je vais parler que de ces 4 là. Celui-là, donc on y revient, c'est le premier que j'ai découvert. Et pour le coup, je suis un peu déçu, enfin non je suis pas déçu, c'est une masterclass. Mais il y a juste On the Run, qui est entre Speak to Me, non, qui est entre Breathe in the Air et Time. C'est un passage qu'en général je passe, parce que j'aime pas. Enfin, je trouve que ça apporte pas grand chose. Je pense que c'est vu comme un build-up pour Time, mais Time a son propre build-up, donc je vois pas l'intérêt de cette chanson, enfin de ce morceau. Donc c'est vrai que pour moi c'est le défaut de cet album, parce que tout le reste est parfait. Tout le reste c'est grandiose. Parce que Breathe in the Air, qui est courte mais qui est vraiment bien. Time, en fait l'enchaînement Time, The Cracking in the Sky. Je sais pas, c'est une folie furieuse en fait, je sais pas, c'est absolument incroyable. Sur deuxième phase, Monet, donc bon, pour le coup, voilà, une de mes lignes de basse préférées, c'est absolument fantastique. SNZM, qui tue, aussi une très bonne chanson qu'on oublie un peu. Et Nicolas, là, il n'y a pas de parole, très psychédélique, je pense que ça revient un peu aux sources de Pink Floyd, de ce que c'était, parce que ça change quand même pas mal à partir de cet album-là, par rapport à ce qui s'était dans les années 60. Et ça aussi c'est fantastique. Après Brain Damage et Eclipse, ils sont très bien eux aussi. Donc voilà, en fait cet album-là, c'était ma première découverte de Pink Floyd. Et j'étais surpris parce qu'il y a les chansons qui s'enchaînent. En fait quelque part c'est deux sons. C'est la face A et la face B. C'est plus visible dans la face A, mais dans la face A t'as l'impression que c'est un seul morceau qui continue tout le long. Et ça me fait choquer en fait à l'époque. Ce qui fait que j'ai adoré cet album. Et c'est
c'est vrai que s'il n'y avait pas On the Run, ce serait pour moi parfait. Ce serait, il n'y aurait pas de défaut. Celui-là. Oui, ouais, je pense que si je devais conseiller Pink Floyd à quelqu'un, je conseillerais cet album-là. Parce que même s'il y a un morceau très long divisé en deux parties très longues aussi, c'est sans défaut. Pour moi, c'est vraiment, je sais pas, ça installe une atmosphère, ça, il y a des chansons qui sont très atmosphériques, ça se concentre sur l'ambiance. Il y a quand même une chanson qui bouge un peu plus. Je pense qu'il aurait pu être considéré comme le tube, le single, celui qui passe à la radio. Et donc ça commence avec Shine On You Chris Diamond. Donc ça ouvre et ça ferme. C'est le premier morceau et le dernier qui est divisé en 9 parties, mais en fait il commence avec les parties 1 à 5, il termine avec les parties 6 à 9. Et au milieu t'as ensuite Welcome to the Machine, qui là est beaucoup plus... Shine On You Chris Diamond, c'est très doux, c'est très... Bon, c'est une chanson que je mettais parfois pour m'endormir, qui peut faire office d'ASMR. C'est très particulier. T'as l'impression de, je sais pas, de flotter dans l'espace ou je sais pas. Et donc il y a Welcome to the Machine, qui lui est plus rugueux, on va dire. Mais c'est très bien aussi. Après, je sais plus dans quel ordre elles sont, c'est pas écrit les chansons sur la pochette. Mais je crois que c'est ensuite Have a Cigar, qui elle pour le coup est plus funky. Elle a un solo que j'adore à la fin, solo de guitare. Très bon, c'est un de mes solos que je préfère de Pink Floyd. Time aussi, un très bon solo de guitare sur l'autre album. Et ensuite, il y a Wish You Were Here, le nom de l'album, qui est une chanson beaucoup plus mélancolique, mais à la guitare classique cette fois-ci, pas guitare électrique. Ça change un peu, c'est très bien. Je crois d'ailleurs c'est une guitare à 12 cordes, quelque chose comme ça, ou 8 cordes, je sais plus. Non, je crois que c'est 12 cordes. Enfin bref. Et lui pour le coup, je conseille vraiment cet album. C'est vraiment peut-être la pochette de leur carrière, quoi. On va aller un peu plus vite parce qu'il me reste encore 2 secondes à parler. Animals 77. Là où les problèmes ont commencé à se faire plus grands entre les membres du groupe, mais ça mène quand même à ce chef-d'œuvre qui est Animals. Je sais que je vais avoir un avis assez différent de l'ensemble des gens, mais on considère souvent Dogs comme étant le chef-d'œuvre de cet album, la chanson, la meilleure chanson de cet album-là. Et je trouve que pour moi c'est pas ça, pour moi c'est Pigs. Parce que Pigs, déjà, il y a ce moment au milieu avec la Tollbox qui est je trouve très très bien. Et surtout il y a ce solo à la fin qui est très agressif, qui a un son très différent de ce qu'on entend chez Pink Floyd d'habitude, qui est sale. Il est sale parce que ça parle des cochons. J'ai oublié d'en parler, mais c'est inspiré du livre d'Orwell, La ferme des animaux. Donc chaque animal représente quelque chose. J'ai pas relu le livre, je l'ai déjà lu mais je l'ai pas relu. Et j'ai pas réécouté la bande son, donc j'ai pas envie de dire qui représente quoi. Mais en tout cas, il y a les cochons, les moutons et les chiens. Les cochons, ce qui est sûr, c'est que c'est les politiciens. Les moutons, c'est le peuple. Les cochons se goinfrent. Ils sont sales. Et les moutons suivent. Par contre, les chiens, je sais plus si c'est. Je crois que dans le livre, c'est l'armée. Mais il me semble que dans l'album, ça change. Ils parlent pas vraiment de l'armée, donc je sais plus trop. Donc je vais rien dire. En tout cas, voilà, Pigs pour moi, c'est le meilleur. En fait, Dogs, c'est un morceau incroyable, absolument incroyable. Il y a tout ce moment au milieu où il se passe plus grand chose, où
j'entends des chiens qui aboient et que je trouve ça vraiment long et que ça apporte pas vraiment quelque chose d'intéressant. Donc c'est vrai que c'est un passage qui m'ennuie un peu par moment, alors que les paroles et la guitare, c'est dans ce morceau-là, c'est une folie en fait. C'est quelque chose que je comprends pourquoi les gens l'aiment, parce que vraiment, c'est à un niveau incroyable. Mais c'est vrai que il n'empêche que ce moment au milieu m'ennuie un peu, alors que le moment au milieu, il y a pareil, il y a une interlude, enfin je sais pas comment appeler ça, au milieu du morceau, dans Pix, qui est beaucoup plus intéressant, parce que justement, il y a la talkbox, ça reste une mélodie qui est agréable à écouter. Il y a toujours des espèces de bruitages de cochons, mais c'est beaucoup plus agréable. Et en plus, Pix est un peu plus court, donc je suppose que le moment au milieu peut-être est un peu plus court aussi. Donc c'est pour ça que pour moi, Dogs est meilleur. Non, justement, Dogs c'est un peu moins bon. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup Chips aussi, les moutons. C'est vrai que je l'aime bien aussi, mais c'est pas forcément. Voilà, je l'aime un peu moins que les deux autres. Il y a Things on the Wing, qui est la chanson qui ouvre et qui ferme. C'est deux versions différentes. Qui ouvre et qui ferme. Et qui est très bien aussi, mais c'est très très court et c'est vraiment juste de la ponctuation quoi. C'est vrai que là, cet album-là, c'est 3 chansons qui sont très longues. Et le reste, c'est. Enfin, il y a 2 petites chansons au début et à la fin, mais c'est très anecdotique. Et du coup, c'est vrai que ouais, c'est un album, en gros, un album de 3 chansons. Et c'est assez étrange, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Voilà. Mais peut-être que celui-ci, du coup, est un peu moins facile d'accès. Parce que justement, 3 chansons très longues, c'est peut-être pas pour tout le monde si on connaît pas forcément ce genre musical, si on connaît pas Pink Floyd. C'est que les chansons très longues, c'est quelque chose qu'ils font beaucoup depuis très longtemps, mais c'est pas la norme chez les autres artistes quoi. Et enfin, The Wall, c'est celui que j'aime le moins des 4 en fait, parce que je trouve qu'il est assez inégal. Il est assez nickel, je peux parler de toutes les chansons parce que c'est trop long. Le début est vraiment cool. Est-ce que j'ai la liste des chansons à l'intérieur? Non. Et le début est assez cool de souvenir, ça commence avec In the Flesh, pour l'interrogation parce qu'il y a 2 versions aussi. Une avec, une sans pour l'interrogation. Et donc là pour le coup c'est inspiré de l'histoire du bassiste. Et le concept de l'album c'est donc The Wall, c'est un enfant qui perd son père à la guerre, qui a une mauvaise expérience avec l'école et qui du coup a du mal socialement et qui monte des murs autour de lui pour se protéger. Et il devient une rockstar en quelque sorte. Donc c'est l'histoire du livre. Il a des problèmes avec sa femme, il a des problèmes avec les fans, il a des problèmes avec tout le monde. Et donc c'est ces murs qui se construisent autour de lui et qui tombent à la fin. Et donc le début est bien, ça commence avec In the Flesh qui fait écho à la guerre, la Seconde Guerre mondiale dans laquelle le père meurt. Donc ça c'est ce qui est vraiment arrivé au bassiste. Son père est mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc ça commence là-dessus. Après il y a plein de... Enfin je ne me rappelle plus exactement tous les morceaux. Mais les premiers sont assez cool, ils sont plutôt courts. Il y a très vite Another Break in the Wall, les 3 parties qui arrivent. C'est très très bien pour le coup. Moi j'ai la 2, la partie 2, celle qui est le plus connue. Mais les 3 sont vraiment bien, les 3 sont assez différentes. Et voilà, après je ne me rappelle plus exactement dans quel ordre c'est, mais je sais qu'il y a des morceaux qui sont vraiment moins, je trouve moins agréables, moins intéressants, moins bons. Je sais que par exemple, je crois qu'il y avait une chanson qui s'appelle Vera, je crois que c'est sa femme ou je sais plus dans l'histoire, c'est assez
assez oubliable, c'est assez quelconque, ce qui fait que ça rallonge un peu l'album qui est long, parce que c'est un double album, donc il y a 2 disques, donc il y a 4 faces. Ça fait près un peu plus d'1 heure, 1h20, peut-être un truc comme ça. Donc forcément, il y a des morceaux qui sont moins intéressants. En revanche, il y a quand même de très bons moments. Dans les chansons que j'aime beaucoup, il y a Mother, parce qu'il y a aussi des problèmes avec sa mère, forcément, qui est surprotectrice, qui est trop présente pour lui, qui l'encourage à construire ses murs, qui l'encourage à se couper du monde. Mother, c'est très bien, c'est un très bon morceau. Il y a EU, qui a un super solo, qui reprend en fait une mélodie qui revient un peu tout le long de l'album, qui est la mélodie de Another Brick in the Wall qui revient. On la retrouve souvent dans le solo, on reprend ce truc-là. Il y a Young Lust, que j'adore aussi, qui est au moment où il pète un câble, je crois de souvenir, il pète un câble et il cherche des meufs, en gros. Comfortably Numb est pour moi la meilleure chanson de cet album, c'est ma chanson préférée. C'est en fait, c'est elle qui m'a fait rentrer dans l'univers du rock. Je vais appeler ça en général. J'écoutais beaucoup de Queen. Et pour moi en fait, c'était le seul truc rock que j'écoutais. Et en fait pour moi le rock c'était le métal. J'aime bien le métal, mais c'est vrai qu'à l'époque, en fait, quand j'imagine le rock, je pensais métal. Et c'est pas quelque chose qui m'intéressait, moi le métal, même si j'en écoute un peu aujourd'hui. C'est très loin d'être mon style de prédilection, quoi. Et dans les commentaires de Pink Floyd, dans les commentaires de Queen sur YouTube, il y avait souvent des références à Pink Floyd. Et un jour, je marque Pink Floyd, je tombe sur Another Brick in the Wall, que je connaissais du coup, j'ai déjà entendu parce que c'est tellement connu. Et je fais ah ouais, c'est cool. Je vais en chercher une autre, parce que celle-là je la connais, mais c'est bien. Et dans les recommandations, il y avait Comfortably Numb. Et je sais pas, il s'est passé quelque chose. C'était une espèce de révélation. Et je me suis dit, c'est ça que j'aime, c'est ça qu'il faut que j'écoute. Et c'est à partir de là que j'ai découvert plein d'autres univers. Led Zeppelin, je sais pas moi. Là j'ai pas d'exemple. The Who, plein de trucs. Et tout le reste de Pink Floyd forcément. Et donc ça a été... c'est pour ça que peut-être aussi, c'est peut-être pas forcément la chanson que je préfère, mais c'est la chanson qui m'a le plus marqué, qui a eu le plus d'impact sur mes goûts. Et donc voilà, Comfortably Numb, c'est quelque chose, et ce solo est fantastique. Parce que, la première fois que je l'ai écouté, il y a 2 solos, il y a celui du milieu de la chanson et celui à la fin. Et j'écoute le premier solo, qui est sympa, que j'ai trouvé plutôt cool. Je fais ah, j'avais bien aimé. Mais du coup, en fait, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un deuxième en fait. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait 2 solos. Et donc quand le deuxième arrive, et qu'il est ce qu'il est, et qu'il est aussi pas forcément ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire que quand on écoute un solo de rock, en général, ceux que les gens aiment, ceux qu'on pense pouvoir aimer, c'est forcément ceux qui seront rapides, ceux qui seront techniques, ceux qui seront j'en sais rien moi. On pense à Stairway, quelque part. On pense à Stairway, on pense, pour revenir sur Michael Jackson, on pense à Beat It, Van Halen, on pense à ce genre de choses. Des trucs nerveux, on pense à, je sais pas, à Freebird. Et là c'est totalement différent. Et ça transporte, ça me fait un peu penser dans le style. Ce solo de Comfortably Numb en fait me fait penser à l'album entier de Wish You Were Here en fait. Il me redonne ce genre de... Il me permet de m'évader, tu vois, on pense à quelque chose d'autre. Ce qui fait que, voilà, même si pour moi c'est le moins bon des 4, j'étais obligé d'en parler. Parce que Comfortably Numb, parce que même Another Brick in the Wall, je suis obligé d'en parler si je parle de Pink Floyd. Donc Comfortably Numb, c'est voilà, c'est ce qui me force à parler de cet album-ci. Voilà, j'espère que ça vous aura plu.
moi j'ai beaucoup aimé parler de cet album. La musique c'est une part importante de ma vie quotidienne. J'écoute beaucoup de musique. Quand je me douche, quand je fais mon sport, quand je suis dans le transport en commun, parfois, même comme ça. C'est vrai que c'est quelque chose, par exemple, je ne regarde jamais de films. Enfin, si, je regarde des films. Mais j'ai du mal à regarder un film sans faire autre chose à côté, à part au cinéma. Mais quand je me mets un film sur Netflix, sur Prime Video, sur quoi que ce soit, j'ai tendance à sortir mon téléphone pour faire autre chose. C'est pas le cas quand j'écoute de la musique. C'est-à-dire que c'est plus facile pour moi de m'allonger dans mon lit et de lancer de la